Détroit d'Ormuz, à 28 km des côtes iraniennes, en pleine nuit. 4 vedettes de patrouille de classe Hendijan, appartenant à la marine des gardiens de la Révolution islamique, flanquées de 2 boutres de pêche reconverties, avançaient en colonne serrée à travers la voie de navigation internationale. Chaque embarcation transportait entre 8 et 12 mines navales à influence de fond, manœuvrées par des commandos de la marine des gardiens de la Révolution. Leur mission, semée sur un tronçon de 14 km du détroit 60 mines, capable de neutraliser ou de couler tout navire empruntant le passage maritime le plus névralgique de la planète. L'opération avait été préparée pendant 6 semaines. Une fois le champ de mines intégralement déployé, le détroit d'Ormuz se fermerait en quelques heures, déclenchant une crise énergétique mondiale de nature à propulser le prix du baril au-delà de 200 $ et plaçant le commandement central américain devant un choix impossible: draguer les couloirs de navigation sous le feu ennemi ou accepter que Téhéran tienne en otage les marchés pétroliers mondiaux. Ce que les commandants navals des gardiens de la Révolution ignoraient, c'est que 18 Navy SEALs de la SEAL Team 6 avaient été élitreillés dans les eaux du détroit plusieurs heures plus tôt, positionnés en plein sur la route prévue pour le mouillage des mines. Les SEALs n'étaient pas là pour surveiller, ils étaient là pour empêcher. Pendant plusieurs semaines, des satellites du Bureau national de reconnaissance avaient suivi une activité anormale à Bandar Abbas et dans la petite installation navale des gardiens de la Révolution sur l'île de Keshm. Les images à longue focale révélaient des vedettes de classe Hendijan en cours d'équipement avec des berceaux extérieurs conçus pour transporter des mines à influence de fond de type Mayam, une arme calibrée pour s'activer sous la combinaison de signatures magnétiques et acoustiques générées par les grands navires à coque d'acier qui la survoleraient. Des interceptions de renseignements d'origine électromagnétique traitées par les analystes de la NSA à Fort Meade avaient capturé des communications cryptées des gardiens de la Révolution, faisant explicitement référence à une opération dont la fenêtre d'exécution ne dépassait pas 96 heures. Le tableau de renseignement était sans équivoque. L'Iran s'apprêtait à miner le détroit d'Ormuz, pariant que la complexité juridique et militaire internationale du déminage d'un champ actif sous la menace potentielle de tirs iraniens paralyserait la réponse américaine suffisamment longtemps pour arracher des concessions politiques à Washington et à Riyad. Les planificateurs stratégiques iraniens avaient étudié l'opération Praying Mantis et s'étaient persuadés que la réticence américaine à s'engager dans une guerre ouverte constituait une faille permanente et exploitable. Ils croyaient que l'opération de mouillage, même conduite sous couvert d'obscurité totale et de déni plausible, pourrait être menée à bien et niée avant que les forces américaines ne réunissent suffisamment de preuves pour justifier une riposte militaire. Ils se trompaient sur 2 points fondamentaux. Les planificateurs américains avaient anticipé l'opération 72 heures à l'avance et ils n'avaient aucune intention d'attendre qu'une seule mine touche le fond. Le commandement des forces spéciales navales avait activé un dispositif d'action directe dans les 6 heures suivant la transmission de l'évaluation de renseignements au quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. Plutôt que de devancer l'opération avec des frappes aériennes qui auraient effacé les preuves et déclenché une vague de condamnation internationale, les planificateurs avaient choisi une interception chirurgicale. Stopper les navires avant tout déploiement, capturer le personnel et les documents, et neutraliser la capacité de mouillage avec un niveau d'escalade minimal. Un escadron d'assaut de la SEAL Team 6 était déjà déployé en avant à bord du USS Cole, opérant dans le golfe d'Oman. Le groupe de 18 hommes avait répété les procédures d'interception pendant 48 heures en utilisant des embarcations simulacres équipées de traceurs GPS dans des eaux restreintes au large de Bahreïn. Chaque équipage de 3 SEAL à bord d'un pneumatique à coque rigide était armé de mitraillettes, éclairs et Koch MP-7 dotés de silencieux, de pistolets Glock 19 et de grenades à fragmentation M67. 2 des 6 équipages portèrent des charges de démolition sous-marine configurées pour être posées contre la coque en acier des navires ciblés. Le dispositif d'interception était renforcé par 2 hélicoptères MH-60S Seahawk de l'escadron de combat héliporté 28, chacun équipé d'un système de mitrailleuse rotative M134 sur son mount de porte bâbord et par 2 hélicoptères d'attaque AH-1Z, Viper du USS Bataan, qui évoluait en orbite d'attente à 2400 mètres d'altitude. Leur pod de ciblage verrouillé sur le corridor d'interception prévu.
Les règles d'engagement étaient pourtant explicites. Intercepter les navires mouilleurs de mines, les sommeurs en persan et en anglais, et si l'un d'entre eux poursuivait le déploiement ou engageait les forces américaines, le détruire avant qu'une seule arme n'atteigne le fond. Plus tôt dans la nuit, le USS Needs, un destroyer de classe Harley Burke, assurant la couverture de l'approche orientale du détroit, détecta 6 contacts de surface progressant en colonne sur 500 mètres à 9 nœuds, sur un relèvement de 285 degrés. Ces contacts correspondaient au schéma de déplacement prévu pour le groupe iranien de mouillage, à moins de 4000 nautiques de la route projetée. Le centre d'information de combat du NITS relaya immédiatement les données de contact aux hélicoptères de la mission d'insertion des SEALs qui évoluait en orbite à 40 km à l'est. Les équipages des MH-60S croisèrent le tracé radar avec des images du Bureau national de reconnaissance capturées plusieurs heures auparavant, confirmant que les profils de coque correspondaient aux vedettes de classe Andijan photographiées à Keshm. La 5e flotte autorisa l'interception. Les équipages des embarcations SEAL, déjà sur l'eau depuis un moment, naviguant feux éteints sur des pneumatiques à coque rigide modifiées, reçurent des transmissions cryptées en rafales UHF via des radios Motorola étanches et ajustèrent leur position. La colonne iranienne se trouvait à 3,2 km et se rapprochait à 9 nœuds constants. Quelques minutes plus tard, le lieutenant-commandant Marcus Webb, commandant le groupe SEAL depuis le pneumatique de tête positionné à 800 mètres sur le flanc bâbord de la colonne iranienne, transmit des avertissements en persan et en anglais sur la fréquence internationale de détresse maritime ainsi que sur le canal opérationnel naval connu des gardiens de la Révolution. Le message était sans détour. Tous les navires devaient stopper leurs moteurs immédiatement, se mettre en panne et se préparer à être abordés pour inspection. Il n'y eut aucune réponse. La colonne iranienne maintint sa vitesse et son cap. À travers leurs optiques de vision nocturne, les membres des équipages SEAL distinguaient clairement des commandos des gardiens de la Révolution sur le pont arrière de la vedette de tête qui manipulait les berceaux de mine en inclinant les cadres métalliques vers l'angle de largage. Instant plus tard, la vedette iranienne de tête ralentit légèrement. Pendant 4 secondes, Webb crut que les avertissements avaient reporté leurs fruits. Puis le premier berceau de mine se verrouilla en position de déploiement. Webb donna l'ordre. Les 2 Seahawks MH-60S plongèrent de 600 mètres à 50 mètres dans une approche en piqué accentué, feu de navigation éteint. Les mitrailleuses rotatives M134 sur leur mount de porte bâbord montèrent en régime. Chaque M134 délivre 3000 coups par minute de munitions de 7,62 mm en rafale soutenue. Un son qui ressemble moins à des tirs d'armes à feu qu'à un déchirement mécanique continu et sourd. Le tireur du premier hélicoptère balaya une rafale de 2 secondes sur la poupe de la vedette Andijan de tête, arrachant le berceau de mine de ses fixations sur le pont avant qu'une seule arme n'ait pu être larguée. L'impact fit exploser 2 mines Mayam encore arrimées dans le berceau par détonation sympathique, projetant la section arrière du navire 3 mètres vers le haut avant que la coque ne se fracture au niveau de la quille et que l'embarcation ne commence à s'enfoncer. La vedette de classe Hendijan de tête sombra en 90 secondes. Le second hélicoptère s'attaqua simultanément aux 2 boutres reconvertis, ciblant la ligne de flottaison des 2 embarcations. Ces bateaux de pêche modifiés, chacun transportant 8 mines Mayam dans leur cale, ne bénéficiaient d'aucune protection blindée. Les tirs de 7,62 mm traversèrent leurs coques en bois, inondèrent les compartiments moteurs et enflammèrent les réservoirs de carburant stockés dans les sections arrière. Les 2 boutres prirent feu instantanément. Les membres d'équipage plongèrent dans l'eau tandis que les embarcations gîtaient fortement sur tribord, les mines encore arrimées dans leurs cales inondées entreprenant leur descente vers le fond à 80 mètres de profondeur. Les 3 vedettes de classe Andijan survivantes ne s'arrêtèrent pas. Elles accélérèrent à 22 nœuds et se dispersèrent hors de la formation en colonne. L'une prit la direction du nord, fonçant directement vers la position du USS Needs, à 18 km de là. Webb demanda l'engagement des Vipers. L'hélicoptère d'attaque AH-1Z sortit de son orbite d'attente à 2400 mètres d'altitude et piqua vers le navire iranien qui remontait vers le nord, déclenchant une rafale de 40 coups depuis son canon M197 à 3 tubes de 20 mm.
Les projectiles remontèrent le sillage de l'embarcation avant de traverser sa superstructure, détruisant le compartiment moteur et sectionnant le mât de communication. La vedette Handy Jan ralentit immédiatement, privée de propulsion, et commença à dériver. Les deux vedettes de patrouille iraniennes restantes firent trop demi-tour à plein régime, accélérant vers les eaux territoriales iraniennes avec la totalité de leur chargement de mines encore à bord. Les deux AH-1Z Viper les escortèrent jusqu'à la limite des 12 000 nautiques, confirmant qu'elles regagnèrent les eaux iraniennes sans avoir déployé le moindre engin. Lorsque l'engagement prit fin, les équipages des embarcations SEAL progressèrent à travers les champs de débris dans l'obscurité, récupérant les marins des gardiens de la Révolution dans l'eau à l'aide de bouées de sauvetage et d'échelles de bord. 22 marins iraniens furent repêchés dans le Golfe, la majorité portant des gilets de sauvetage, la plupart en état de choc. 3 d'entre eux avaient bien subi des blessures par éclat lors de la détonation sympathique sur la vedette de tête. Les médecins de combat SEAL prodiguèrent immédiatement les premiers soins, pansements compressifs et poses de voies intraveineuses pour les plus grièvement atteints, avant l'arrivée des hélicoptères d'extraction. La récupération la plus significative provint d'une mallette étanche, retrouvée attachée à l'uniforme d'un sous-officier supérieur, repêché près des débris de la vedette Handy Jan de tête. À l'intérieur se trouvaient les ordres opérationnels complets de la mission de mouillage, incluant les coordonnées GPS des 60 positions de mines planifiées à travers la voie de navigation, un message d'authentification codé émanant du quartier général naval des gardiens de la Révolution et un ordre opérationnel signé portant le sceau d'un officier général supérieur. Ce dossier constituait la première preuve documentaire directe reliant un commandant iranien nommément identifié à une opération délibérée de minage du détroit d'Ormuz. Des hélicoptères MH-60S arrivèrent peu après pour extraire les prisonniers et transporter les plus grièvement blessés vers les installations médicales du navire. Des équipes de déminage du USS Nitz procédèrent à la neutralisation de 2 mines Mayam qui s'étaient détachées des boutres en train de couler et dérivaient à 4 mètres de profondeur. Les équipages des pneumatiques du Nitz récupérèrent les 2 engins avant qu'ils n'atteignent le chenal principal de navigation. Avant l'aube, le détroit d'Ormuz était dégagé. Le bilan final était implacable. 2 boutres mouilleurs de mines des gardiens de la Révolution détruits et coulés. Une vedette de classe Handy Jan détruite et coulée. Une vedette de classe Handy Jan neutralisée, laissée à la dérive, puis abordée et fouillée. 2 vedettes de classe Handy Jan endommagées et contraintes de battre en retraite dans les eaux territoriales iraniennes avec leur chargement de mines intact. Sur les 48 marins iraniens qui avaient quitté l'île de Keshm, 22 furent capturés, 9 trouvèrent la mort et 17 regagnèrent les eaux iraniennes à bord des 2 navires en retraite. Pas un seul Américain ne fut blessé. Le groupe SEAL et les aéronefs d'appui avaient dépensé 1400 coups de munitions de 7,62 mm de mitrailleuses rotatives, 40 coups de canon de 20 mm et 6 charges de démolition sous-marine. Le coût total en munitions s'élevait à environ 43 000 $. Les mines Mayam que l'opération visait à déployer avaient coûté à l'Iran une estimation de 2 600 000 $ en approvisionnement, sans compter 6 semaines de préparation et d'entraînement. L'engagement avait duré 31 minutes, de la première transmission d'avertissement à la récupération finale des prisonniers. Les conséquences stratégiques de l'échec de cette opération furent immédiates et d'une portée considérable. Dans les jours qui suivirent, les interceptions de signaux de la NSA montrèrent le commandement naval des gardiens de la Révolution suspendre 2 dispositifs supplémentaires de mouillage de mines qui avaient été prépositionnés à Bandar Abbas en prévision d'une opération de suivi. Les documents opérationnels capturés fournirent aux services de renseignement naval américains et alliés un tableau complet de la doctrine de déploiement de champs de mines des gardiens de la Révolution, incluant les calculs d'espacement des mines, les paramètres de seuil de déclenchement et les coordonnées précises des voies de navigation que les planificateurs iraniens considéraient comme les cibles prioritaires pour la disruption. Les commandants iraniens avaient structuré l'ensemble de l'opération autour du postulat que le déni plausible les protégerait de toute riposte militaire directe. Sans témoins et sans preuves matérielles, ils croyaient que les forces américaines seraient dans l'impossibilité de justifier une contre-attaque susceptible de dégénérer en conflit ouvert.
Au lieu de cela, ils avaient livré aux forces américaines à la fois des preuves matérielles et des témoins vivants en l'espace de 31 minutes d'engagement. Les deux vedettes indigents qui rentrèrent au port arrivèrent avec des mines qu'elles ne seraient de plus jamais en mesure de déployer sans la certitude d'être interceptées. Pour les gardiens de la Révolution, l'opération avait été conçue comme le premier mouvement d'une campagne de pression soutenue destinée à prouver que l'Iran pouvait maintenir les approvisionnements énergétiques mondiaux sous la menace sans déclencher de riposte militaire proportionnelle. Elle avait prouvé à la place que 18 Navy SEAL, opérant depuis de petites embarcations dans une obscurité totale, pouvaient démanteler une opération de 6 semaines avant qu'une seule arme n'atteigne sa cible, sans subir la moindre perte. Le détroit d'Ormuz resta ouvert. Le pétrole continua de circuler. Et quelque part à Téhéran, l'ordre opérationnel signé d'un amiral supérieur des gardiens de la Révolution était posé sur un bureau à Bahreïn, lu par des analystes qui allèrent passer les mois suivants à cartographier chaque ressource, chaque base et chaque officier rattaché à la structure de commandement qui l'avait autorisé. Il arrive que l'opération que l'on conçoit pour créer un rapport de force soit précisément celle qui le détruit.